Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau sur le podcast Mangeur de livres pour tous ceux qui aiment déguster des petits bouquins, hmm, sans s'arrêter, toujours, toute la vie, toute la nuit. Bon, trêve de palabres et d'introduction bidon. Ça faisait longtemps, ça fait au moins une semaine que j'ai pas fait de podcast et ça me manquait. J'espère que ça vous manquait aussi. Ce soir, revenons dans le monde fantastique de la science-fiction. Après avoir fait un peu de podcast historique, je reviens à mes premières amours. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre et plus largement du cycle qui l'inaugure. Il s'agit du Tarnier de Gore. Et alors, qu'est-ce que le Tarnier de Gore? C'est un livre écrit par John Norman en 1966. Ça date, hein. Alors en France, c'est connu que des vieux comme moi. Et ça n'a pas été réédité depuis un moment. Et moi justement, j'ai dû découvrir ce livre et le cycle donc qu'il introduit. Je crois la dernière fois que ça a été édité en France, je crois, ça doit bien faire une vingtaine d'années maintenant. Ça avait été édité par les éditions J'ai lu. Alors ensuite, hein, j'ai appris que les éditions J'ai lu l'avaient déjà édité dans les années 90, dans les années 80, comme souvent pour plein de cycles de SF. Mais en tout cas, la dernière itération, ils en avaient édité 6 d'un coup. Je me rappelle, il y avait des covers de Olivier Vatine, pour ceux qui connaissent ce dessinateur, c'est celui qui avait dessiné Aqua Blue. En tout cas, c'était l'époque où je farfouillais beaucoup pour trouver plein de bouquins de SF que je connaissais pas. Et un jour, dans mes pérégrinations, je crois que j'étais parti faire un tour. Pour ceux qui connaissent, à Porte d'Aubervilliers, il y a les entrepôts pour ceux qui se fournissent en gros, genre pour les marchés et tout ça. Et un pote m'avait dit, ah, si tu cherches des bouquins ou des DVD, il y a des fois des mecs qui ont des discounts là-bas, des palettes entières de livres, et tu peux négocier avec eux. Enfin bref, j'étais parti une fois comme ça en me disant, bah, comme je suis toujours à la recherche de plans pour avoir des livres pas chers. Et finalement, en farfouillant, 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 à un moment donné, dans une espèce d'arrière-cour, je trouve un mec qui vend des palettes entières de bouquins de solderie. Et dedans, je vois, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient pas, et puis je vois des petits poches noires avec des covers qui m'attirent, et je vois qu'il y a un truc qui s'appelle le cycle de Gore. Alors je négocie, je négocie, je négocie, finalement le mec il veut pas me vendre de bouquins à l'unité. Je sais pas pourquoi je vous raconte ça d'ailleurs, mais bon, ça fait partie du folklore du podcast. Bref, le mec il accepte de me vendre une palette pour rien, genre un truc moins de 100 balles, mais genre il y avait genre une palette entière des 6 volumes en question, genre multiplié par je sais pas combien. Mais bon, avec un pote, on se dit c'est pas grave, on l'achète, et puis de toute façon, ça nous fait un cycle chacun, puis on en revendra chez Gibert, on en filera des potes, bref. Donc on revient avec un pote qui avait un kangou, je me rappelle, on achète la palette. On se divise genre en 3 ou 4 le lot. Moi, les miens sont restés dans la cave, je sais pas combien de temps. J'en ai vendu un peu à Gibert et j'ai dû refourguer Emmaüs. Enfin bref, bref. C'est une digression qui sert à rien. Je rentre chez moi et je commence à dire le Tarnier de Gore. Et je deviens ouf en fait. Je deviens ouf. Parce que c'était tout ce que j'aime. J'ai appris ensuite que John Norman s'était inspiré de Edgar Rice Burroughs, mon écrivain préféré de tous les temps. Et en fait, pour Agnès, c'était un coup de maître. C'était de la vraie science fantasy. Et je me rappelle que, comme d'habitude, hein, comme souvent dans ces cycles, et comme pour Edgar Rice Burroughs avec le cycle de Mars par exemple, en fait les 3 premiers volumes c'est un seul grand roman en réalité. Comme souvent dans tous ces cycles, que ce soit par exemple pour Burroughs, Tarzan ou Carter, si on lit les 3 premiers du cycle, ça peut être suffisant si on n'a pas envie de continuer. Et c'est souvent les 3 romans les plus importants. Donc j'ai lu les 3 premiers romans, je les ai mangés quoi. Pour un mangeur de livres, j'ai fait mes armes comme ça. Je les ai découpés vraiment. Ensuite j'ai lu les 3 autres parce qu'il y en avait que 6. Et j'ai découvert en fait donc justement que j'ai lu avait déjà édité une partie du cycle avant. Donc après j'ai grappillé petit à petit euh, d'autres tomes. Et je crois qu'en tout, parce que je crois qu'il y a 26 volumes. Et quand j'ai un peu farfouillé là pour faire le podcast, je crois que parce qu'il n'est pas encore mort Norman, et je crois que récemment il a dû en réécrire d'autres. Mais c'est pas très important parce qu'au fur et à mesure après,
ça devient moins intéressant, comme souvent quand c'est des cycles à rallonge. Mais en France, il y en a eu 15 volumes d'édités. Et il y en a 3 qui font partie d'un sous-cycle. Donc sur on est 15, il en reste 12. Et ça avait d'abord tous été édité chez Opta CLA. Alors pour les fans de SF, vous savez que c'est la collection qu'on appelle la Pléiade de la science-fiction. Et à une époque, j'avais réussi à tous me les procurer, mais après, comme d'habitude, hein, on déménage, on revend ses bouquins. Donc là, petit à petit, récemment, j'ai essayé de me les refaire en poche. Je pense pas que j'ai dû atteindre les 15. Je dois en avoir une dizaine. Et donc, qu'est-ce que le cycle de Gore? En tout cas, le Tarnier de Gore. Alors, avant de vous parler de John Norman, parce que, en fait, j'ai ensuite appris qu'il était un peu polémique comme auteur. Mais moi, au début, j'étais juste un lecteur naïf de SF. Comme souvent, je me rends pas bien compte de ce qui se passe enfin, par rapport aux auteurs. Et ça, moi, je suis plus axé sur les textes. Mais bon, on y reviendra plus tard. Donc, le Tarnier de Gore, c'est quoi? Déjà, qu'est-ce que ça veut dire le Tarnier de Gore? Parce que dans le titre, il n'y a aucun mot qui est réel en réalité. Il n'y a aucun mot qui veut dire quelque chose. Donc, le Tarnier de Gore, c'est le héros de notre histoire. C'est un homme qui s'appelle Tarl Cabot, qui vit sur la Terre et qui est orphelin parce que son père a disparu lorsqu'il était encore enfant. Donc ça a été un traumatisme, mais finalement il a grandi, il a commencé à faire sa vie. Et un jour, il se fait kidnapper par un vaisseau extraterrestre, il se retrouve sur une planète qui s'appelle Gore. Et qu'est-ce que cette planète? En fait, c'est la contre-Terre. C'est une Terre qui est de l'autre côté du Soleil, à égale distance du Soleil, et donc qui est parallèle à la Terre en réalité. Et qu'est-ce que c'est que cette planète et comment ça se fait qu'il se fait kidnapper, qu'il se retrouve là-dessus? Apparemment, les vrais habitants de cette planète, ce qu'on découvrira plus tard, en tout cas ceux qui dirigent la planète, on les appelle les prêtres rois. Les prêtres rois de Gore, c'est le titre du troisième volume, ont décidé il y a fort longtemps de faire ce qu'ils appelaient des voyages d'acquisition. Alors qu'est-ce que les voyages d'acquisition? C'est les voyages justement qu'a subi Tarl Cabot et en réalité qu'a subi aussi son père, parce que quand il se retrouve sur Gore, et il se retrouve dans une cité qui s'appelle Koroba, et qui le retrouve dans cette ville? Il retrouve son père, qui est devenu un des seigneurs de la cité, et donc il est super content, les retrouvailles sont émouvantes, etc. Ça explique tout. Et qu'est-ce qu'un Tarnier? En fait, sur cette planète, et en tout cas dans la région de Koroba, il y a des aigles géants qu'on appelle les Tarns. Et ceux qui arrivent à maîtriser ces aigles et à devenir des Eagle Riders, quoi, et bon, on les appelle les Tarniers. Donc c'est ça le Tarnier de Gore. Et donc la première aventure de Tarl Cabot, c'est de s'intégrer à cette cité de Koroba, de devenir un Tarnier et de commencer ses aventures sur Gore. Alors dit comme ça paraît un peu, peut-être même nul, mais déjà, il y a le style de Norman qui est entraînant, qui est envoûtant, c'est bien inspiré de Burroughs, son illustre prédécesseur. Et le truc, c'est qu'en fait, déjà, dès le début, on se rend compte que, bien que son père, par exemple, fasse partie de l'élite de cette cité, la Koroba, il y a d'autres cités sur cette planète, et qu'il y a des règles, en fait, sur cette planète. Tout le monde est au courant que à l'origine ils viennent tous de la Terre, mais ça fait des millénaires que ça dure, donc et les voyages d'acquisition durent aussi depuis des millénaires, donc au fur et à mesure des aventures, on va se rendre compte que, je sais pas, il y a des Vikings de Gore, des Indiens de Gore, etc. Et il y a plusieurs villes-États comme Koroba, et il y a des règles que les prêtres rois font appliquer. Par exemple, ils laissent les humains se gouverner comme ils le veulent, comme ils l'entendent, mais ils ne peuvent pas voir les prêtres rois, ils ne savent pas où ils sont, ou à peu près, et la seule limite qu'ils mettent à leur inventivité, c'est qu'ils ne doivent pas développer des armes à feu, ou même plus, des armes à rayons, et à chaque fois que quelqu'un se rapproche de cette technologie, il est éliminé. Par contre, à l'inverse, ils les laissent développer leur science dans d'autres domaines divers et variés. Par exemple, les médecins de Gore, au bout de plusieurs milliers d'années, ils ont réussi à traiter la mort comme une maladie lambda, grâce à ce qu'ils appellent un sérum de stabilisation, ce qui leur donne une longévité qui confine à l'immortalité pour certains.
Alors le truc c'est que Tarl Cabot étant un aventurier dans le sang, à un moment donné il va partir de Koroba, il lui arriver plein d'aventures, et il va rencontrer une jolie princesse d'une autre ville, dont il va tomber amoureux bien sûr, ça va être sa Déjatoris, hein, comme pour John Carter sur Mars. Et donc un de ses buts, ça va être d'épouser cette femme et bah, plus, j'allais dire plus affinité, il y aura déjà affinité, mais je sais pas, ensuite de devenir prince de Koroba ou de sa ville, enfin bref. Mais bien sûr, tout va pas se passer comme il le souhaite, parce que sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et donc il va lui arriver des tas de mésaventures, il va se retrouver dans plein d'endroits de Gore différents. À un moment donné, il va perdre sa princesse bien-aimée, il va passer des volumes entiers à la chercher, et ce qui va le pousser à chercher en fait les vrais dirigeants de cette planète, qui sont les prêtres rois, et pour arriver dans le troisième volume, euh, dans les montagnes qui abritent leur Sanctum Sanctorum, et ça met un point final on va dire, au premier cycle de Gore. Donc alors je sais pas, peut-être que dit comme ça vous intéresse pas trop, mais ce qui est fort dans ce bouquin, c'est que bien que ça ait été écrit dans les années 60, en fait il y a tous les ingrédients des livres. Moi c'est ce que j'appelle l'âge d'or, bien que ce soit pas l'âge d'or de la SF, hein. L'âge d'or de la SF, je vous l'ai dit plein de fois, c'est à partir des années 40, 50, avec Heinlein, Van Vogt, Asimov et tout ça, mais moi mon âge d'or c'est celui d'avant, les années 20, 30, là, où il y a Edgar Rice Burroughs, où il y a Robert Howard, où il y a Edmond Hamilton, où il y a Lee Brackett, où il y a Jack Williamson, pour moi c'est eux les vrais. Et Norman il s'en est vraiment inspiré, et bah en fait c'est des aventures tambour battant. Et ce qui est fort aussi, c'est que il y a du lyrisme, quoi, c'est épique, il y a du souffle, et ça s'arrête pas, il y a du suspense, c'est haletant, et il y a le Sense of Wonder, quoi. Donc moi c'est ce qui m'avait vraiment attrapé dans, dans le premier volume, et ensuite ce qui m'a fait lire, je sais pas, j'ai dû en lire 10 ou 12 d'un coup, quoi. Chaque fois que je mettais ma... Déjà les 6 comme je vous ai dit, là, je les ai lus, puis après j'allais à Gibert, j'allais à Emmaüs, j'allais partout pour essayer de grappiller les volumes suivants, et à l'époque j'avais eu de la chance, parce que en allant même dans des librairies spécialisées, à l'époque, on arrivait à les trouver. Après ça s'est corsé, parce que ça commençait à valoir super cher. Je sais qu'à un moment donné, Brajlon les a édités en e-book, mais bon, comme je suis pas très digital, je me suis pas intéressé. Donc pour en revenir à Tarl Cabot, euh, moi ce qui m'avait plu déjà, c'était, comme je vous dis, donc le sense of wonder, et euh, le côté captivant de tes aventures, et le fait que, comme d'habitude, c'est un héros, tout ce qu'il y a de plus glorieux, qui tombe amoureux de cette femme fatale sur notre planète, et qui se joue de toutes les péripéties, et qui a peur de rien, et qui essaie de découvrir ce qui se passe. Mais là où il était intelligent, Norman, c'est comme il avait mis en place ce principe de voyage d'acquisition. euh, c'est vrai que dans les trois premiers, on le sent pas trop. Parce que dans les trois premiers, le but en fait c'est de découvrir le secret de Gore, le secret des prêtres rois, c'est qui au juste ces fameux prêtres rois. Il veut aussi à tout prix finaliser son union avec sa fameuse princesse là. Et donc on est plus dans ce côté-là. Bien que vers justement le troisième et tout, on nous parle par exemple de tribus du Nord qui ressemblent à des Inuits, des choses comme ça. Mais à partir du quatrième, après, il y a vraiment. À un moment, il se retrouve par exemple chez un peuple des steppes qui ressemble un peu aux Mongols. Il se retrouve avec des peuples du désert. Il se retrouve. Et puis après, plus tard, il y en a un par exemple où ça s'appelle les chasseurs de Gore, où il est avec les Vikings, les Scandinaves de Gore. Et c'est fantastique. Parce qu'en plus, à ce moment-là, on apprend que les prêtres rois, les fameux prêtres rois là, de Gore, en fait, ils sont en guerre millénaire avec une autre race extraterrestre qui ressemble un peu à des loups-garous. Et en fait, les loups-garous, ils vivent dans des espèces de vaisseaux mondes qui essayent d'envahir cette fameuse planète Gore. Et parfois, ils arrivent à, à venir en petit nombre sur cette planète. Et là, par exemple, dans ce volume, c'est incroyable. Il y a une bataille à un moment donné entre des vikings, des loups-garous, des tarniers. Enfin, je sais pas, pour un fan de SF, fan de science fantasy même, c'est fantastique.
Et donc ce qui est fort, c'est qu'après, comme il adapte ses cultures à la culture goréenne, parce que bien que il y a eu ces voyages d'acquisition et qu'à chaque fois ils s'installent dans un coin de la planète et ils ont le droit de recréer un peu leur culture, il y a quand même des principes sur cette planète qui font qu'il y a une culture commune. Par exemple, il y a une hiérarchisation, il y a toute une espèce de culte par rapport au foyer qu'on a, le feu là qu'on a à l'intérieur de la maison, et que il y a une manière de le faire, de le disposer à l'intérieur, ce qui fait que même si on n'est qu'un paysan, tant on a la pierre du foyer avec soi, même un empereur ne peut pas faire la loi chez soi. Euh, le problème aussi, c'est que sur cette planète, il y a de l'esclavage. Alors parfois, on peut se faire radier, on peut devenir un esclave. Par exemple, à un moment donné, Cabot, là, dans un des épisodes, il est pris et il devient esclave pendant un long moment. Et justement, ça me permet de faire, j'allais dire une digression, mais non, d'en arriver à John Norman, justement, parce que euh, moi, pour tout vous dire, comme souvent, quand j'aime bien un cycle ou enfin des livres, moi, ce qui m'intéresse, c'est les bouquins. C'est dans un deuxième temps seulement que je m'intéresse aux auteurs, dans le sens leur vie, si ça a été des mecs bien ou pas. Et je me rappelle donc à l'époque où j'avais acheté ces 6 premiers tomes, j'étais avec un pote, là, un fan de SF comme moi, on était à Gibert, et on connaissait bien les libraires du rayon SF. Et donc, comme on avait déjà lu les 6 premiers, on parle avec le gars et on lui dit bah tiens, tu connais le cycle de Gore? Et puis lui, tout de suite, il fait une tête bizarre, il dit quoi, Gore, ce truc machiste, anti-meuf? Et on se regarde avec mon pote, on dit quoi, qu'est-ce que tu racontes? Je dis bah si, c'est bien le livre où les meufs c'est toutes des esclaves sexuelles. Et moi à l'époque j'en avais lu que 6. Et dans les 6 premiers, il n'y a pas ça. Comme je vous dis, dans la culture coréenne, enfin dans ce monde, l'esclavage existe, mais c'est pas en particulier les meufs, enfin les femmes, et les hommes aussi. Et en fait, on n'y fait pas trop allusion. Alors c'est vrai que parfois, il expliquait qu'il y avait des esclaves de plaisir, mais comme dans plein de récits, en plus de plein de types d'histoires différents, pas forcément que de la SF. Et c'est vrai qu'ensuite, donc en fait, ça m'avait titillé cette réflexion. Et puis en plus, il était là enfin le mec de Gibert là, genre un peu méprisant et tout. Alors que moi je trouve qu'il disait de la merde. Hein, c'était une petite parenthèse. Bref. Donc avec mon pote on discute et tout, et je lui dis bah attends, moi je vais mener mon enquête, parce que ça se trouve le mec, ça se trouve John Norman là, c'est un mec chelou, et on lit des bouquins d'un mec qui est pas très recommandable. Donc au début je commence un petit peu à fureter sur internet et tout, et au début je vois quoi? Je vois que John Norman, c'est un pseudo d'un mec qui s'appelait en réalité John Frederick Land Jr. Alors c'est vrai que c'est mieux John Norman. Et qu'il est professeur de philosophie aux États-Unis, à l'université de New York, et qu'il a eu son diplôme de philosophie à Princeton. Je me dis, bah, ouais, c'est pas mal ça déjà. En plus, ça me faisait rigoler parce que on se dit, oh, un mec de Princeton, en plus un philosophe qui, qui se met à écrire de la science fantasy, c'est pas banal. Et puis après, en fouillant un petit peu, je lis que, euh, comme c'est un mec qui est né en 1931 là, et qui a eu son diplôme dans les années 60, bon, il a fait partie de la contre-culture, il a dû être un peu hippie et tout. Et je lis il écrit un livre qui s'appelle Inventive Sex. Alors je continue encore à fureter, et je me rends compte qu'en en gros, c'est un libertarien, quoi. Enfin, il aime l'amour libre, en gros, quoi. Et donc, je m'arrête pas trop à ça, je continue un peu à fureter, et je me rends compte encore une fois que, à un moment donné, et comme je vous dis, à cette époque-là, j'avais lu que les 6 premiers, donc je savais pas que ça allait se dégrader après, ensuite, dans les cycles. Et qu'en fait, tu vois, il y a eu plein de critiques qui disaient que, en réalité, les gens se rappellent de ces écrits que pour le fait qu'en réalité, il y a une image dégradante de la femme, qu'il y a plein d'esclaves sexuels, etc. Donc je me dis, mais c'est quand même bizarre, parce que moi, dans les livres que j'ai lus, comme je vous le dis, ok, il y a des allusions à ça, mais c'est pas. Je sais pas, c'est 3% du livre, quoi. Le reste, c'est des aventures sur une autre planète. Et je tombe sur le septième. Et le septième, comment il s'appelle? Il s'appelle L'esclave de Gore. Alors je commence à me dire, ah ouais, donc peut-être que là, je vais tomber sur le truc. Et en plus, grosse déception, comparé à
tous les autres qui suivaient, qui étaient vraiment les histoires de Tarl Cabot. Et en plus, on était à un moment où, bon, je vous spoile pas, hein, parce que, comme je vous dis, lui, et en plus, justement, c'est ça que je trouvais complètement paradoxal, c'est que lui, en fait, il était amoureux d'une princesse goréenne depuis le début. Et excusez-moi, j'ai oublié son prénom, c'est pour ça que je dis pas son prénom. Je crois que ça s'appelait Tamara ou Tana ou un truc comme ça. Et bref, c'est pas très important. Et lui, en fait, son seul but, c'était de la retrouver, et de l'épouser, et de vivre heureux avec elle. Il n'en avait rien à faire des autres meufs. Et donc, je me dis, bah pourquoi ils sont là en train de dire que c'est dégradant Au contraire, c'est une super histoire d'amour. Et donc, à la fin du sixième, le suspense, quoi, c'est de est-ce qu'il va enfin retrouver sa femme, sa princesse. Et quand le septième commence, rien à voir. C'est un voyage d'acquisition sur la Terre. Parmi les gens qui se font kidnapper, bah, il y a une héroïne, quoi, enfin celle qui va devenir l'héroïne du roman. Elle se fait kidnapper, elle arrive sur Gore, elle devient tout de suite esclave. Et là, c'est vrai que pendant tout le livre, c'est genre une description de l'esclavage sur Gore. Elle, en plus, apparemment, comme elle est jolie et tout, alors on la prend comme esclave de esclave de plaisir. Et donc, il lui arrive mille aventures pas très agréables, quoi. Et tout ça pour que, en fait, dans les dernières pages, elle se retrouve avec justement la princesse là, disparue euh, de Tarl Cabot là, et finalement, je sais plus comment ça se finit en fait. C'est dans les dernières pages qu'on nous explique quel est le destin en fait de la femme du héros. Et donc en fait, on lit un livre pour rien parce qu'on s'en fout de l'histoire de cette femme. Pour de vrai, on s'en fout complètement. Et tout ça pour savoir qu'à la fin, en gros, que la princesse que recherche Tarl Cabot, eh ben, elle a été réduite en esclavage et que peut-être qu'elle s'enfuit euh, avec la fameuse héroïne en question. Donc là, c'est vrai que je commençais à me poser des questions. Je me dis, bon, ok, moi ce qui m'intéresse pour l'instant, malgré tout ça, c'est quand même l'histoire des deux protagonistes principaux. Donc j'achète celui qui vient après, c'est Les Chasseurs de Gore. Et là, on arrive justement au truc inverse. Les Chasseurs de Gore, c'est quoi? C'est Tarl Cabot qui retrouve la piste de sa fiancée, qui essaie de la retrouver, et qui se retrouve fait prisonnier par des Amazones sur Gore. Donc là, bah, c'est le contraire. Là, justement, c'est des femmes guerrières super puissantes, c'est l'empowerment féminin, quoi. Et même, c'est une ode aux femmes fortes et libres, etc., quoi. Et c'est que je crois à la fin de celui-là que il arrive vraiment à retrouver la femme qu'il aime, mais puisqu'elle est la fille aussi d'un grand seigneur de Gore et qu'apparemment elle a été déshonorée par le fait de... Enfin bref, il y a plein de règles qui font qu'elle doit d'abord retourner chez son père et qu'elle reste pas avec lui, donc on reste sur notre fin. Donc moi je me dis bah, je continue l'histoire puisque je veux savoir s'ils vont être... Parce que moi je suis super fleur bleue en fait. Même quand il y a une histoire comme ça, moi ce qui m'intéresse c'est de savoir s'ils vont réussir à être ensemble en fait. Donc j'arrive à mettre la main sur le 8 et c'était super dur à l'époque. Et ça s'appelle Les Chasseurs de Gore. Les Chasseurs de Gore, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est celui avec les Vikings. Alors je deviens ouf là. Ah, il est fantastique celui-là. Et là, il n'y a pas d'histoire de dégradation de la femme. Comme je vous dis, c'est des berserkers dans les plaines du nord de Gore qui se battent contre des loups-garous. Donc, rien à voir. Donc je me dis, bah, donc finalement, ils disent n'importe quoi là, les détracteurs de John Hammond, c'est juste encore des mecs du politiquement correct qui sont pas contents, ou je sais pas, des frustrés. Bref, je lis celui d'après, les tribus de Gore. Et si je me rappelle bien, les tribus de Gore, ça se passe dans le désert, je crois. Donc c'est avec des espèces de bédouins de Gore. Donc encore une fois, je me dis, bah, de quoi ils parlent ceux-là? De quoi ils parlent avec leurs histoires d'esclavage? Alors c'est vrai que, comparé au premier, il y a de plus en plus à l'intérieur de l'histoire des moments où il y a des razzias, il y a des captives, il y a des captifs, et je vous dis, à un moment donné, lui aussi, il se fait attraper. Je sais plus si c'est dans les tribus de Gore ou dans celui d'après. Peut-être les monstres de Gore. En tout cas, à un moment donné, comme pour une raison X, euh, la femme qu'il aime refuse d'être avec lui parce qu'elle estime qu'elle a été déshonorée
où je crois que c'est son père qui entre en guerre contre la cité de son père à lui, enfin, et un problème qui font qu'ils sont plus ensemble, et lui en plus, comme il est dégoûté, il erre à travers la planète, et il se fait mettre en esclavage. Donc il estime qu'il a perdu son honneur, et ça dure pendant deux, trois bouquins. Donc je continue en acheter quand j'en peux, et je les lis, et après, il y en a un qui s'appelle La Captive de Gore. Et là, en fait, ça revient encore au souci dont je vous ai parlé. Il y a un truc qui s'appelle le Forban de Gore, la Captive de Gore et le Champion de Gore. Et ça, je vous avoue que j'ai pas lu jusqu'au bout parce que je m'en foutais. C'était l'histoire d'un autre mec qui se fait attraper sur Terre pendant 3 épisodes, pareil avec sa meuf. C'était redondant pour moi. Je m'en foutais. Donc peut-être qu'ils sont bien, hein, mais je m'en foutais. Moi, je voulais l'histoire de Talcabot. Donc après, en fait, à la fin, je crois que on en revient aux explorateurs de Gore où ils se retrouvent dans la forêt genre équatoriale de Gore. C'est le monde africain un peu. Et j'ai dû m'arrêter là, moi. Parce que, en fait, comme après, l'histoire d'amour, elle était morte, je vous avoue que je m'en foutais. Parce que moi, en gros, je voulais comme John Carter, quoi, qui se marie avec sa princesse et qui devienne un des seigneurs de Gore et qu'ensuite soit des aventures où ils sont tous les deux. Et comme c'était pas arrivé, bah, j'ai abandonné. Et c'est vrai, par contre, que dans les derniers, il y avait de plus en plus de chapitres un peu malaisants, ça je dois l'avouer. Où il y avait des scènes où, je sais pas, on aurait dit que l'auteur était doublé en fait, qu'il y avait l'auteur de l'histoire et qu'ensuite il y avait un auteur je sais pas, de scènes de cul. C'est vrai que c'était un peu chiant. On dirait qu'il se laissait aller vraiment à décrire ses fantasmes en fait. Et en fait là, juste avant de faire le podcast, j'ai regardé un peu sur Wikipédia et je me suis même rendu compte qu'apparemment, euh, vu qu'il avait été décrié je sais pas, à la fin des années 90, je crois, sur cet aspect-là de son œuvre. Euh, donc pendant un moment, ça n'avait plus été édité. Par contre, ça a été récupéré par tout le mouvement BDSM. Alors là, je suis tombé sur les fesses. Parce que apparemment maintenant, le vocabulaire justement de gore, goréen, même je me rappelais plus, mais justement en lisant sur Wikipédia, le terme qui veut dire esclave sur gore, c'est Kajira pour une femme et Kajirus, je crois, pour un homme. Et ben maintenant, en fait, c'est employé dans certains milieux BDS. Enfin, là, on part dans un délire. Enfin, voilà quoi. Comme quoi, des fois, moi, je suis vraiment naïf. Je suis vraiment au premier degré. Je lis des bouquins, ça me plaît. Je fais vraiment pas attention à ce qu'il y a autour. Et justement, après, bon, ça fait des années, mais en parlant avec plein de fans de SF ou avec des libraires et ça, c'est vrai que ça revenait toujours sur ce sujet-là des esclaves sexuels de gore, quoi, en gros. Et que moi, je vous avoue, j'avais pas fait gaffe. En tout cas, je vous dis, on va dire dans les 6 premiers, c'est sûr. Et à part après celui où il y avait le septième là qui s'appelait l'esclave de gore, où c'était chiant, c'est vrai. Et je m'en foutais moi parce que je voulais juste arriver au moment où il y avait des infos sur la princesse là. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je faisais pas gaffe. Mais après, dans ceux d'après, il n'y avait pas. C'est peut-être à partir du 12e ou du. Et c'est peut-être à partir du moment aussi où je m'en foutais parce que j'avais compris que c'était fini l'histoire d'amour en gros. Alors peut-être que je vous le vends pas bien là finalement, vous parlant de tout ça. Mais c'est juste pour que vous ne soyez pas surpris si jamais vous commencez à lire et qu'après on vous parle de ça. Parce que moi j'ai été surpris. Donc ça m'a pas empêché de lire, hein. J'ai lu jusqu'à ce que j'en ai marre de lire. Mais en tout cas, pour en revenir au Tarnit Gore, et comme je dis souvent sur tous ces cycles-là, comme j'ai dit dans les conseils estivaux sur Tarzan ou sur John Carter, c'est pas très grave de pas lire l'intégralité de ces cycles parce que au bout d'un moment, on s'en fout. C'est juste Talcabot chez les Indiens, Talcabot chez les Africains, Talcabot chez les Vikings. Après, comme je vous dis, il y en a qui sont super. En tout cas, les 3 premiers, c'est indéniable. C'est un seul roman en réalité. Et déjà, je vous raconte pas qui sont les prêtres rois et ça, mais c'est extraordinaire. Quand on arrive à comprendre qui sont les prêtres rois, pourquoi ils ont créé la contre-terre, quelle est l'origine de la contre-terre, qui sont les ennemis des prêtres rois, pourquoi ils ont mis toutes ces règles en vigueur sur la planète. Moi, ça m'avait transporté en tout cas. C'est de la pure fantaisie, de la pure science fantasy. Et comme je dis souvent, moi, dans l'imaginaire, c'est la science fantasy que je préfère parce que c'est les meilleurs côtés des deux genres, de la science-fiction et de la fantasy. Alors ensuite, moi, comme je vous ai dit, j'avais eu les 6 premiers, donc j'avais lu les 6.
Et franchement, ils sont super. Les trois autres, après, ils se suivent. On considère pas que c'est un seul bouquin, ils se suivent et c'est mortel. Et comme je vous l'ai dit, après, au moins lire celui avec les Vikings, là. Il est extraordinaire. Et après, que vous lisiez le reste ou pas, c'est pas très grave. Mais c'est pour ça que je voulais quand même faire un podcast dessus. Parce que là, j'étais, comme d'hab, hein, j'étais tombé dessus en me disant, ah ouais, tiens, ça m'avait vraiment plu cette lecture à l'époque. Et bah voilà, en fait. Et j'ai pas trop d'autres choses à dire. Il est un peu pourri ce podcast, je vous avoue. Hein? Ouais, ouais, il est pourri. Comme quoi, faire des podcasts quand on n'est pas préparé, c'est pas terrible. Mais bah, c'est la deuxième fois là que je fais un podcast sur un auteur polémique. Hein. La dernière fois, c'était avec Jean-Marc Hall et la civilisation celtique. C'était pas pour la même raison. Et là, c'est John Norman. Mais ce qui m'a étonné, c'est qu'il est encore vivant. Comme quoi, comme je dis souvent, la science-fiction, ça préserve. Hein. 1931, ça veut dire qu'il a... Alors, 70 ans 2001. Ah ouais, il a 93 ans. Bah, dis donc. Alors, c'est quoi? C'est le BDSM ou c'est la... ou c'est la SF qui préserve? En tout cas, voilà. Moi, je vous conseille Le Tarnier de Gore, euh, Le Banni de Gore et Les Prêtres rois de Gore, les trois premiers. Il n'y aura pas de trucs bizarres, bondage là. Et c'est de la super aventure. C'est de la super aventure. Si vous aimez ça, si vous aimez la science fantasy à l'ancienne, achetez-les. Après, faites-vous une idée par vous-même, quoi. Si vous avez envie de continuer, il y en a plein des bons, quoi. Bon, alors, c'est vrai que c'est un peu dur à trouver maintenant. C'est vrai. Moi, je vous ai dit, pour essayer de me les refaire, j'ai eu du mal. Mais vous n'êtes pas à l'abri de tomber dessus à Emmaüs ou bon, sur internet après ça se trouve. Hein. Et je pense qu'ils valent moins cher maintenant, elle est passée la hype dessus. Mais il y a une époque où ça se vendait genre 80 €, 100 € un volume. Mais c'est passé. Donc voilà, je pensais que je tiendrais plus longtemps avec John Norman et Tarl Cabot. Mais comme je le fais de mémoire. Putain, je suis pas très vendeur. Hein. Bon, qu'est-ce que je vous dis de plus? Ah oui, bon, avec ce podcast, je sais pas si je vous ai donné envie, mais sinon, bah, partagez le podcast. Hein. Faites en sorte qu'il soit un peu plus vivant, qu'il y ait plus de gens qui s'y intéressent. Rendez-vous sur Gore, les mangeurs de livres. À bientôt.